Alors, bonjour et bienvenue au premier panel organisé par la candidature de Montréal pour les Hugo 2027. Mon nom est Lucas Hubert, je suis responsable du volet francophone de l'événement. Alors, pour lancer tranquillement les festivités et promouvoir Montréal comme lieu par excellence de rencontre entre les imaginaires francophones et anglophones, cette rencontre aura pour thème les barrières, donc celles qui peuvent séparer l'imaginaire français de l'imaginaire québécois, celles qui peuvent séparer peut-être la francophonie du monde anglo-saxon. Donc, j'ai réussi à réunir, je les remercie beaucoup de leur présence. Euh, j'ai réussi à inviter les invités. Je vais vous les présenter. Alors, pour commencer, on a Sylvie Bérard, poétesse et traductrice et autrice ayant excellé dans la plupart des sous-genres de la SF, voyage dans le temps, cyberpunk, rencontres extraterrestres et pourquoi pas autofiction postmoderne. Son plus récent roman est La frugalité du temps, a été publié chez À lire l'an dernier. Et je pourrais pas nommer là, tous les prix qu'elle a reçus pour son roman Terre des autres. On a aussi avec nous Cécile Cristofari, française, chercheuse universitaire ayant travaillé sur les fandoms, le steampunk et les zombies. Pour vrai, ses écrits universitaires ont l'air presque autant intéressants que ses nouvelles. Elle a aussi publié en anglais plusieurs nouvelles, dont Down the Waterfall, qui est paru dans Clark's World en janvier. C'est une jolie histoire là, de science-fiction temporelle. On a aussi Mélodie Joseph, autrice québécoise d'origine martiniquaise, étoile montante de la science-fiction depuis la publication de sa saga d'Afro-Fantasy, La Semeuse de vent, parue chez VLB Imaginaire. Elle vient aussi de paraître en France chez Folio Fantasy, si l'envie vous prend de vous émerveiller devant son univers fait d'îles volantes. Et on a aussi Pascal Rowe, québécois d'origine française, auteur et traducteur et directeur littéraire chez Solaris, excusez du peu. Il est aussi gagnant du prix Boréal 2021 pour sa nouvelle La mémoire du papillon, parue dans Solaris. Et il est partiellement responsable du fait que l'imaginaire soit si vivant au Québec. Peu. Alors, je résume, on a donc deux traducteurs, deux Québécois d'origine française, une Française qui publie en anglais, une Québécoise qui enseigne en Ontario. Donc, je crois qu'on a des gens qui vont avoir des choses extrêmement intéressantes à dire sur le paysage littéraire de l'imaginaire francophone. Alors, pour commencer, je dirigerai peut-être ma première question vers Pascal. Les autres pourront réagir, bien sûr. Euh, Dans votre travail dans le milieu de l'édition, je sais que vous n'hésitez pas à publier des auteurs de l'extérieur du Canada dans Solaris, mais j'étais curieux de façon générale, à quel point est-ce que c'est aisé ou ardu pour un artiste de faire le saut entre les différents milieux de l'imaginaire, là, québécois, anglais et français? C'est vraiment une grosse question. Commence comme ça. Euh, On va y avoir des les- questions plus spécifiques, mais je ouais. pense qu'il fallait faire peut-être un petit tour. Commencer. Bah déjà, ce qu'il faut dire, c'est que à la revue Solaris, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes d'Europe. On reçoit beaucoup de textes de France, de Suisse, de Belgique, parfois de d'autres pays francophones. C'est même, je dirais, la moitié facilement des soumissions qu'on reçoit. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des barrières entre les pays. Ce qui est difficile, et là c'est vraiment quelque chose d'extrêmement technique, c'est que malheureusement les revues sont soumises à des quotas. On ne peut pas publier plus que 25% de contenu hors Canada sous peine de perdre ses subventions. C'est aussi bête que ça. Sinon, je pense qu'on publierait plus d'auteurs hors Canada francophones parce qu'on reçoit des textes merveilleusement bons avec des imaginaires fabuleux, mais on est obligé de choisir terriblement euh, de les publier parce que l'espace réservé à la fiction hors Canada est minuscule, tout simplement. Euh, Est-ce qu'il y a une barrière de création? C'est pas tellement des barrières, c'est juste des différences. On voit évidemment les inspirations sont différentes parce que aussi marquées par les situations sociopolitiques. Alors c'est évident que par exemple, si on reçoit des textes français en ce moment, ça va être très très marqué politiquement, avec raison, avec les montées de l'extrême droite en Europe. Si on reçoit des textes, euh, par
par exemple, du continent africain, francophone, ça va être complètement autre chose. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant des barrières que des enrichissements mutuels d'imaginaire. Merci beaucoup. Mais est-ce que c'est facile pour un artiste, disons, qui est publié au Québec, d'être publié en France ou d'être traduit en anglais, ou pour quelqu'un en France de faire un switch? Je ne sais pas les autres, là, ça a été quoi votre expérience par rapport à ça? Ben, si je peux parler, vous avez parlé de traduction. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de traduire du français à l'anglais. Moi qui traduis, je traduis de l'anglais au français des textes des littératures de l'imaginaire. Il y a quand même, il y en a beaucoup au Canada anglais, mais l'inverse se fait somme toute très peu. Et je me l'explique mal, sinon par le fait que euh, il y a une méconnaissance. C'est pas qu'il y a des barrières volontaires, mais il y a une méconnaissance, il y a une difficulté de pénétration du français vers l'anglais. Ça, c'est difficile. Maintenant, pour ce qui est de la publication aussi dans d'autres milieux francophones, de la francophonie, quand on est du Québec, c'est aussi assez difficile. Et cette fois-ci, c'est vraiment des barrières de diffusion. Alors, il y a différents cas de figure là, pour les barrières. Et Oui, moi, c'est peut-être, vrai. pardon, vas-y, Mélodie. Pardon, désolée. Non, Pardon. justement, j'allais rebondir sur la question du milieu anglophone et sur le fait que, effectivement, en tout cas jusqu'à très très récemment, l'ouverture aux traductions était vraiment pas du tout énorme. Alors ça vaut la peine de noter. Peut-être que c'est en train de pas mal changer. Il y a pas mal plus de revues littéraires qui précisent explicitement que les traductions sont les bienvenues, qui vont avoir des systèmes en place pour rémunérer aussi les traducteurs, évidemment, parce que ça, c'est pas le moindre des problèmes. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer, mais effectivement, oui, là, pour ce qui est des traductions en général dans le milieu anglophone, c'est effectivement encore assez compliqué. Ça commence à s'ouvrir, mais ça reste quelque chose de très minoritaire et qui est vu comme vraiment une nouveauté, puis une niche, contrairement à ce qui se fait pour le coup dans des milieux d'autres langues et notamment francophones où il y a énormément de traductions qui sont publiées. Voilà, donc c'est vrai que dans ce sens-là, c'est effectivement, enfin, à titre personnel, moi, c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire en anglais. Voilà, justement. C'est plus facile de me retrouver avec un public en écrivant directement en anglais qu'en espérant qu'un jour, peut-être, j'arriverai à pénétrer le milieu francophone et un jour à être traduite. Ça, c'était... Voilà, ça allait beaucoup plus vite d'écrire en anglais directement. Ça a été plus facile de pénétrer le milieu anglophone? Pour moi, oui, en plus, parce que en France, les milieux littéraires généralement sont assez difficiles d'accès, on va dire. C'est-à-dire que déjà, il y a énormément de choses qui se font à Paris. Alors, dans le milieu de l'imaginaire, moins, c'est beaucoup moins centralisé sur Paris, mais enfin, quand même, c'est vrai qu'on a un pays qui est extrêmement, extrêmement centralisé sur le point de vue culturel. Donc, quand on n'est pas à Paris, accéder à l'édition, c'est vraiment très, très difficile. Et puis par ailleurs, les revues sont. Il y a des revues il y a des revues historiques, voilà, qui étaient publiées dans les années 60-70. Il y a eu récemment des tentatives de les faire revivre, mais ça reste vraiment un travail de passionné. Il y a très très peu de fonds. Et donc, pour des auteurs inconnus, c'est à peu près impossible d'y accéder parce que voilà, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir l'impression des fois que dans l'imaginaire français, en tout cas pour la France, là je parle pas je parle vraiment spécifiquement de la France, mais on peut facilement avoir l'impression qu'on revoit les mêmes noms d'une année sur l'autre pendant des années, des années, des années. C'est qu'il y a une assez grosse difficulté pour les jeunes auteurs à accéder à ce milieu qui est quand même très largement dominé par les traductions justement et par les auteurs déjà établis. Donc un jeune auteur français, voilà, c'est assez compliqué. D'où le choix d'écrire en anglais pour moi. Si je peux rebondir sur ce que Cécile vient de dire, euh, pour ce qui est effectivement de la traduction vers l'anglais, il faut aussi savoir que le marché anglophone est sursaturé. Il y a tellement, tellement, tellement de publications en anglais que j'ai l'impression aussi que le lectorat se demande pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a déjà tellement de titres anglophones en version originale à lire et on n'a déjà pas le temps de lire tout ça. Puis je vais rebondir aussi sur la question des revues. Euh, L'existence des revues, c'est vraiment important pour la dynamique d'un milieu, pour son écosystème. Et malheureusement,
C'est beaucoup, beaucoup de travail, ça prend des passionnés. Euh, c'est- faire rouler une revue, c'est une vocation. On fait pas ça pour devenir riche, célèbre et aller à Cannes sur le tapis rouge. Euh, et malheureusement, et au Québec, c'est pareil, on est deux revues d'imaginaire. Deux revues d'imaginaire seulement spécialisées. Parfois, il y a des revues de littérature dite générale qui prennent des textes un petit peu dans les marges, parfois qui font des numéros spéciaux où effectivement ce sont des genres francs. Mais concrètement, au Québec, il y a quoi? Il y a Solaris et il y a Brin d'éternité qui vient de reprendre avec après un petit hiatus de quelques années où on a eu peur que la revue disparaisse complètement et ça aurait été une catastrophe pour l'écosystème. Donc c'est très très délicat en fait l'écosystème de la publication en revue et ensuite en maison d'édition. C'est la même chose. Je me demandais peut-être, Cécile Christofari, est-ce que la réflexion se fait la même concernant les fandoms? Est-ce que les différents fandoms français, québécois, anglophones sont plutôt des vases clos, des vases communicants? Le fandom français est pas mal un vase clos, en fait. D'ailleurs, pour donner une petite anecdote, j'étais récemment à EastCon, donc la convention britannique de science-fiction, et j'ai rencontré des fans donc qui tenaient un petit peu à jour un petit catalogue de toutes les conventions auxquelles les fans pouvaient aller à droite à gauche en Europe. Et ils m'ont demandé spécifiquement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous trouver des informations sur la convention française, parce qu'on sait qu'elle existe, mais on n'arrive pas à les joindre, on n'arrive pas à les contacter. Alors, c'est vrai que pour ça, en France aussi, c'est un milieu qui était très actif dans les années 60-70, je pense, et qui est actuellement un petit peu vieillissant, pour tout dire. Alors, il y a une relève, il y a un renouvellement, mais qui n'est pas forcément structuré pareil, c'est-à-dire que notamment pour ce qui est des conventions, enfin des congrès, enfin, bref, il n'y en a pas énormément, ça prend plus la forme de festivals littéraires, en fait. Donc, quelque chose de très dominé par l'édition. Ce qui est très bien aussi, ça permet quand même aussi des rencontres, des renouvellements. Mais le fandom français est vraiment en vase très clos. Et même récemment, je lisais des articles qui parlaient un petit peu alors, du fandom, puis aussi du milieu des jeux de rôle, tout ça, et qui disaient que même il y avait qui comparait ça à un continent qui se serait fragmenté en îles. C'est-à-dire qu'on a plein de petites îles à droite à gauche, mais pour rencontrer vraiment des gens qui partagent ces centres d'intérêt, puis créer une communauté, faire vivre quelque chose au-delà de juste ah tiens, toi aussi tu lis la science-fiction, cool. En fait, c'est assez compliqué en France. Et donc, c'est un milieu qui reste assez qui est très intéressant, mais assez clos. Et d'ailleurs, moi-même, j'aurais du mal à dire si je me considérerais, si on me demandait est-ce que tu te considères comme une fan française, ben, fan oui, française oui, mais j'ai jamais été vraiment intégrée à cette communauté-là, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que oui, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose d'assez, de relativement clos, disons, oui. Intéressant. Je connais pas beaucoup. Est-ce que je peux revenir? Je connais pas beaucoup le milieu français. Ce que je peux dire, par contre, je connais bien les Utopiales. Et là, on est dans un autre monde. On est vraiment dans le monde du festival de science-fiction. Et on parlait tout à l'heure d'accueil aussi de la science-fiction québécoise en France. Là, en tout cas, mon expérience m'a montré que la science-fiction y est très bien accueillie. Il y a eu des tables rondes sur la science-fiction québécoise, sur Solaris d'ailleurs. Il y a eu une table ronde il y a peut-être 7 ou 8 ans. Et ça, c'est un festival tous azimuts, hein, à la fois pour les jeux de rôle, pour la science-fiction médiatique, la littérature, il y a vraiment de tout. C'est vrai que par ailleurs, il y a des congrès qui sont plus réservés à la recherche, où on invite des écrivains et des écrivaines. Et encore là, j'ai vu quand même un certain accueil pour les auteurs et autrices du Québec. Je sais aussi qu'aux Imaginales, il y a toujours des gens du Québec. Là, maintenant, il y a Sirène aussi qui est un événement naissant. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a quand même une ouverture de la part du milieu de la science-fiction
pour les littératures francophones de science-fiction autres que françaises. Ça, je peux dire ça. Et c'est des beaux événements dans le cas des Utopias. Je pense, Mélodie, tu es déjà allée aussi? Non, pas aux Non, pas Utopias. encore. Tu es allée Non. ailleurs. Toi, tu es allée directement au Festival de littérature. Oui, c'est ça, j'ai été invitée donc à un festival à l'Institut Pasteur, donc lié aux Utopias, mais pas tout à fait. Et aussi au sujet des fandoms et des vases clos, finalement, je pense aussi que en France même, il y a des vases finalement entre les différentes populations parce que par exemple aux Antilles, les fans d'imaginaire, de science-fiction, fantasy sont aussi un petit peu isolés. Ayant grandi à Saint-Martin, je suis née en Martinique, j'ai toujours beaucoup lu de la fantasy, de la science-fiction, mais je me suis jamais sentie comme faisant part d'un fandom science-fiction, fantasy français. Donc, j'ai toujours eu cette sensation d'être un petit peu isolée par rapport au reste, finalement, des Français en lien avec la littérature de l'imaginaire. C'est un peu ma prochaine question, peut-être un peu plus pour Mélodie Joseph et Sylvie Bérard. Disons, ça serait quoi la place qu'a l'imaginaire, soit en Martinique à Saint-Martin, soit en Ontario français? Est-ce qu'il existe comme la culture, le fandom? Est-ce qu'il y a une scène locale? Ou est-ce que c'est plus des gens à gauche et à droite qui vont consommer plus l'imaginaire d'ailleurs? Je Ben, peux, je peux commencer. Euh, donc actuellement, je sais pas à quoi ressemble la scène en Martinique, à Saint-Martin, mais je sais que quand j'étais plus jeune, c'était plus des gens à droite et à gauche qui consommaient de littérature de l'imaginaire. Donc c'était plus comme ça que ça fonctionnait. Je sais que maintenant, il y a de plus en plus d'auteurs d'imaginaire aux Antilles qui font la promotion de l'imaginaire, littérature de l'imaginaire, qui écrivent aussi dans la littérature de l'imaginaire. Mais ça arrive petit à petit. Pendant très longtemps, je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs aux Antilles qui se considéraient comme des auteurs d'imaginaire. Mais il faut dire aussi que dans la Caraïbe, en général, il y a une approche différente de l'imaginaire. Donc, c'est plus une vision, c'est une vision culturelle. Donc, comme parlait Pascal tout à l'heure, la vision de l'imaginaire et la manière dont c'est représenté dans les récits. Il y a toujours eu un petit peu d'imaginaire dans les littératures caribéennes, mais ça a toujours été présenté d'une manière différente, plus comme du réalisme magique, même si c'est pas vraiment le terme que beaucoup d'auteurs apprécient, mais c'est plus comme l'imaginaire fait partie du quotidien, parce que tout ce qui est magie, imaginaire fait aussi partie de la culture antillaise, de beaucoup de cultures antillaises, donc ça fait partie du quotidien des gens. Donc ça s'est beaucoup reflété dans la littérature des Antilles. Donc c'est seulement récemment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui se définissent comme auteurs de science-fiction, auteurs de fantasy venant des Antilles. Et c'est ça, il n'y avait pas, quand j'étais plus jeune, de vraiment communauté antillaise de littérature imaginaire, mais je pense que ça a évolué depuis et qu'il est possible qu'il y ait eu des changements depuis à ce sujet. Du côté de l'Ontario, bon, évidemment, on parle de la littérature franco-ontarienne déjà comme littérature de l'exiguïté. Déjà, c'est une littérature qui est coincée dans un bassin anglophone. Alors, quand on arrive dans les littératures de genre, on arrive dans l'exiguïté dans l'exiguïté, hein. Donc, c'est plus... Évidemment, quand il y a des événements de science-fiction en Ontario, c'est toujours en anglais. Ça se passe toujours en anglais. Et les auteurs et autrices ne sont pas nécessairement invités parce qu'on ne les connaît pas. Mais par contre, il y a des auteurs et autrices, outre moi, qui suis tantôt une franco-ontarienne d'origine québécoise, tantôt une québécoise qui vit en Ontario. Je porte les deux chapeaux, ça va. Mais il y a aussi, ben, il y en a quand même, bon, il y a Jean-Luc Trudel, dont on oublie qu'il est franco-ontarien d'origine. Il y a Michel Laframboise. On parlait tout à l'heure des gens qui publient en anglais. C'est un bon exemple. Elle a publié beaucoup récemment dans des revues américaines comme Asimov et des revues de ce genre-là. Donc, elle a décidé d'écrire ou de se traduire en anglais. Euh, il y a Marie-Josée Martin qui est en train de faire une utopie, dystopie, en tout cas une espèce de série très intéressante, féministe. Enfin, après Massala. Il y a un écrivain franco-ontarien qui est décédé cette semaine, d'ailleurs, Mario Améou, qui faisait aussi de la science-fiction, que j'ai découvert en fait assez récemment aussi. Donc, il y en a quand même. Mais tout ça se fait, c'est ça, en îlot, un peu, sans qu'il y ait vraiment de communauté, euh, parce que à l'ouest de l'Outaouais, ben, ça se passe en anglais.
Hein? Euh, je reviendrai peut-être à Mélodie. Je sais que vous avez fait votre mémoire sur l'afrofuturisme et que bon, vous avez écrit La Semeuse des Vents qui est classée en afro-fantasy. Je serais curieux de savoir quelles sont vos inspirations, euh, au sens où je me demande si vous devez aller voir principalement ce qui se fait dans le monde anglophone pour écrire ce que vous faites et à quel point le monde francophone accuse peut-être un retard dans les imaginaires noirs. Donc, c'est oui, principalement du côté anglophone que j'ai tiré mon inspiration. Lorsque j'ai commencé, c'est ça, la rédaction de La Semeuse de Vent, c'était après aussi l'écriture donc, de mon mémoire sur l'afrofuturisme. Et mon mémoire sur l'afrofuturisme, la manière que je suis venue à découvrir l'afrofuturisme et à vouloir écrire sur le sujet, c'est parce que j'essayais de trouver des représentations de femmes noires dans le cinéma de science-fiction. Donc, j'ai commencé bien sûr par les États-Unis, mais aussi dans le cinéma francophone, et ben, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, à ce moment-là, j'ai été menée vers l'afrofuturisme, et c'est comme ça que j'ai voulu travailler sur le sujet. Et au niveau de la littérature, pendant que je travaillais sur mon mémoire, j'ai découvert donc différents ouvrages avec donc un univers inspiré des cultures de la diaspora des Afro-descendants. Et c'était toujours des auteurs anglophones. Donc, c'était toujours. J'ai commencé par Nnedi Okorafor. C'est comme ça qu'avec son roman, bon, elle ne se considère pas comme une autrice d'afrofuturisme ni d'afrofantasy, mais c'est comme ça que j'ai découvert un livre qui présentait comme une culture africaine dans un univers fantasy. C'était Qui a peur de la mort ou qui craint la mort, quelque chose comme ça. Donc, le titre de son livre. Puis après ça, je suis allée avec les livres de la Terre fracturée, et c'est toujours finalement des autrices anglophones qui m'ont inspirée et que j'ai découvert. Et c'est comme ça que j'ai, comment dire, eu accès à cet imaginaire-là. Parce que de moi-même, j'aurais jamais imaginé pouvoir écrire un univers fantasy avec des personnages noirs inspirés d'une culture appartenant à la diaspora africaine, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu dans les littératures d'imaginaire auparavant. Donc, c'est en découvrant ces livres-là que j'ai été inspirée. Je me suis dit, moi aussi, je vais écrire quelque chose comme ça. Et c'était toujours des autrices anglophones. Donc, je pense effectivement qu'il y a un retard, mais au niveau de la littérature francophone, mais que ce retard est en train d'être rattrapé. Euh, Grâce notamment aux traductions, donc c'est des livres qui ont été traduits et qui ont aussi inspiré des auteurs. Et donc maintenant, il y a aussi des auteurs français qui écrivent et qui veulent aussi écrire de l'afro-fantasy, de l'afro-futurisme. Donc petit à petit, j'ai l'impression que ce retard est en train d'être rattrapé. Et c'est une bonne chose. Euh, je sais que dans l'afrofuturisme, il y a souvent beaucoup de... par exemple, Nnedi Okorafor, ses romans vont se passer souvent directement en Afrique. Je sais que bon, Genesis, c'est un paysage plutôt post-apocalyptique. On ne peut pas exactement dire c'est où. J'ai lu récemment Nalo Kinson, qui écrit comme de, de l'afrofuturisme comme à Toronto. C'est super original parce que c'est une des premières fois que j'en lisais, que je connais les lieux dont il parle. C'est extrêmement intéressant. Mais de quelle façon fallait quand même, j'imagine, inventer dans La Semeuse des Vents une espèce de culture futuriste, je ne sais pas si futuriste est le bon mot, mais inspirée de la culture caribéenne? C'est ça, donc dans La Semeuse de Vin, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et il y a une partie de l'univers, donc je me suis inspirée de la Martinique, de ma propre culture, etc., pour créer cette partie de l'univers-là. Mais l'univers en général, c'est vraiment inspiré de finalement tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu lire. Donc il y a une petite partie, je me suis inspirée du Québec pour créer quelques endroits dans mon univers. Une autre partie, j'ai fait un voyage il y a plusieurs années au Pérou, donc je me suis inspirée de ce que j'ai vu au Pérou pour ajouter dans mon univers. Donc, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Et c'est beaucoup le fait que tous les personnages, la majorité des personnages de la série sont noirs. Ça, c'est quelque chose que, de moi-même, je dirais, sans avoir fait mon mémoire sur l'afrofuturisme, sans avoir lu ces autrices noires qui créaient leurs propres univers, inspirés de leur propre culture, je n'aurais jamais voulu, moi-même, j'aurais jamais écrit ça. C'est ça, c'est quelque chose que je sais parce que pendant des années, j'arrivais pas à imaginer ni à concevoir une histoire dans les littératures d'imaginaire avec des héros noirs. C'est quelque chose que j'arrivais pas à visualiser. Intéressant, merci. Euh, J'aurais ensuite une question peut-être plus pour Pascal. On vient de parler beaucoup peut-être des barrières entre la science-fiction plus traditionnelle et, disons, les différentes science-fictions un peu plus minoritaires qui commencent à émerger. Euh,
Je sais que concernant l'imaginaire queer, j'ai l'impression qu'au Québec, c'est quand même très bien représenté. J'ai l'impression, en bonne partie, grâce à votre travail de directeur littéraire. Euh, je ne sais pas, est-ce que ça a été un effort de convaincre peut-être les éditeurs de publier un peu plus d'imaginaire queer? Et je ne sais pas, peut-être Cécile, Christophe Harry, tu voudras en rajouter sur c'est quoi un peu l'état de l'imaginaire queer aussi en France? Question pour vous deux. Euh, Jamais je dirais que l'imaginaire queer est fort au Québec grâce à moi parce qu'il existe de toute façon. Et Facilement. il existait avant moi. Je veux dire, de l'imaginaire queer, la science-fiction queer, on en a au Québec depuis longtemps. Je veux dire, on a Sylvie qui en écrit et qui en écrit vraiment de merveilleux univers queer sans effort. On a Daniel Cernine qui écrit de l'imaginaire queer depuis aussi longtemps qu'il publie. Euh, j'ai simplement l'impression que le grand public est en train juste de s'apercevoir que ça existe. C'est juste ça. Euh, Parce que, en fait, ils sont en train de s'apercevoir que les personnes queer existent, peut-être plus globalement. Euh, c'est sûr qu'on a l'impression aussi qu'il y a quelque chose de plus fort parce que récemment, il y a aussi plus de littérature autour de la transidentité et qu'il y a aussi plus d'imaginaire science-fictionnel autour de la transidentité. On pense juste à Valide de Chris Bergeron qui fait beaucoup parlé d'elle et c'est vraiment très très bien, mais l'imaginaire queer a toujours existé. Je veux dire, profondément, la science-fiction est queer. Même si on va juste au-delà de ce qui est l'identité sexuelle ou l'identité de genre, le simple fait d'imaginer des univers différents avec des structures sociopolitiques différentes, des rapports de pouvoir différents et tout simplement parfois briser le patriarcat ou briser tout ce qui concerne la domination, c'est queer. C'est profondément queer. Et pour ce qui est de Solaris, par exemple, euh, Solaris n'a pas une ligne éditoriale qui dit voici ce qu'on voudrait publier, on va publier ça. La revue Solaris publie ce qui existe. On représente ce qui se fait en imaginaire, et spécifiquement au Québec, mais évidemment, quand on peut ailleurs, on traduit un petit peu d'anglophone, que ce soit du Canada ou d'ailleurs, et on publie aussi un petit peu d'européens, ou disons de personnes francophones hors Canada. Mais notre rôle, c'est pas d'orienter ce qui va se publier. Notre rôle, c'est de représenter ce qui se fait. Alors, il y a de plus en plus de textes queer, et c'est bien parce que ça veut dire que les autoristes se sentent à l'aise et ont suffisamment peut-être de modèles, comme a dit Mélodie, de modèles dans les littératures, que ce soit générales ou science-fictionnelles, que ce soit francophone ou anglophone, qui se sentent assez représentés pour se dire, hey, moi aussi, je vais faire ça, moi aussi, je peux écrire mes propres réalités ou les réalités que j'aimerais qui existent et qui se sentent enfin tout simplement autorisés à le faire. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. On est dans une vague où il y a suffisamment de représentation au niveau littérature, au niveau cinéma, au niveau séries télévisées, pour que les autoristes de toute orientation, de toute identité, se disent enfin, oh, je peux faire ça et le fond. Et évidemment, moi, je suis très content parce que plus d'imaginaire queer, évidemment, je veux plus d'imaginaire queer à fond. La science-fiction est faite pour explorer. Et si on peut pas explorer les identités diverses et variées en science-fiction, qu'est-ce qu'on fait? Si on réinvente pas euh, les sociétés, qu'est-ce qu'on fait? Si on détruit pas tous les systèmes de pouvoir et de domination qui existent, qu'est-ce qu'on fait en science-fiction? Pourquoi on en fait? Donc, moi, je dirais que le queer, en fait, va au-delà simplement de l'identité de genre et de la sexualité. Je sais pas les autres en pensent, mais moi, je suis juste content d'accompagner, évidemment. Et puis, il y a certaines autoristes aussi qui font, euh, peut-être aussi qui se sentent à l'aise d'en envoyer à Solaris parce que ces autoristes savent que je suis queer et que leur texte va être entre des mains, sécuritaires, peut-être. Je sais pas si ça a un rôle à jouer, mais je suis une personne queer et trans ouvertement dans le milieu, les gens le savent. Alors peut-être que ça peut jouer un rôle de représentation où les personnes se disent, OK, je peux le faire, puis ça va être bien reçu, puis je vais pas me sentir en danger de m'ouvrir dans mes textes. Je sais pas.
Je vais laisser les autres parler, mais Ben, il y a une règle Oui, juste aussi, pour hein. l'anecdote, pour le... Oh, pardon. Pardon, on a commencé à parler en même temps, désolée. Non, non, mais allez-y, allez-y. Non, j'allais juste dire, quand on ouvre la porte, les gens viennent aussi. Quand on voit quand on a des exemples, c'est vrai aussi, par exemple, on n'a pas parlé beaucoup de la science-fiction autochtone et littérature d'imaginaire autochtone qui ont eu peut-être un certain retard en français au Québec. Il y en avait plus dans les années 2010, disons, du côté anglophone au Canada. Mais à un moment donné, il s'y met à y avoir des exemples aussi et je pense que c'est important. Ben, les éditions à lire aussi, en publiant des traductions, par exemple, de l'anglais au français, j'ai traduit aussi Drew Eden Taylor avec Suzanne Grenier et je me disais, ah, ça va donner l'exemple. Je dis pas que c'est ça que je me sens aucune responsabilité dans ce qui s'est publié par la suite, mais c'est vrai que maintenant, il y a plus d'auteurs-autrices autochtones qui publient, bon, qui n'avaient pas nécessairement commencé en science-fiction, comme Lucas Picard-Sioui qui faisait plutôt de la poésie, Natacha Canapé-Fontaine qui faisait plutôt de la poésie, qui maintenant s'engage dans les littératures d'imaginaire. Bon, J.D. Kurness, elle était là aussi dès le départ en littérature d'imaginaire. Mais donc, quand on sent un accueil, ben, on y va plus, hein. Les gens y vont plus et ça revient à ce que Pascal disait. En sentant que les textes vont peut-être être bien accueillis, ben, les gens ont envie de les envoyer aussi. Oui, j'allais parler de justement dans le milieu de l'imaginaire en France. Ben, pour l'anecdote, donc Stéphanie Nico, qui est une des figures vraiment importantes de ce milieu-là, c'est une femme trans et ça a été la première femme en France à épouser légalement une autre femme, avant même que le mariage entre personnes de même genre soit légalisé. Donc pour dire que c'est quand même quelque chose qui est aussi tout à fait central, une question qui est centrale en France aussi, et même si à l'heure actuelle, pour ce qui est de la question des personnes queer en général, et bien évidemment, en France, on est en train de vivre, ben, comme vous le savez certainement, une période politiquement vraiment compliquée, avec un virage à droite et à l'extrême droite, des discours politiques, médiatiques, etc. Et c'est vrai qu'en fait, bon, ben, il y a une dizaine d'années, le mariage pour tous a été légalisé. Donc ça y est, maintenant, on peut épouser qui on veut, indépendamment de notre genre. Maintenant, on avait pensé à l'époque brièvement que bon, bah, ça y est, la question est plus ou moins en passe d'être réglée. Les personnes queer, trans, etc. sont beaucoup plus acceptées dans la société. Et en fait, on se rend compte que le combat est absolument pas gagné et que là, on recommence à entendre des discours très, très réactionnaires. Il y a une normalisation très effrayante des discours d'extrême droite. Euh, voilà, donc c'est vrai que la question est en train de redevenir vraiment préoccupante. D'ailleurs, à ce propos, je veux rendre hommage à la librairie locale à Aix-en-Provence qui est spécialisée dans les littératures de l'imaginaire parce que c'est aussi à ma connaissance, un des seuls magasins de la ville à avoir une vitrine aux couleurs de l'arc-en-ciel avec des messages pro-queer, pro-LGBT, voilà. Encore une fois, pour dire que oui, il y a un engagement au sein du milieu de l'imaginaire par rapport à ces questions, y compris dans des contextes politiques franchement très défavorables. Voilà, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais actuellement, on a encore au moins ça. C'est intéressant ce que vous dites. Premièrement, j'aimerais ça rebondir sur l'imaginaire autochtone. J'aimerais préciser que dans les cartons, présentement, on serait en train de travailler sur un panel qui serait complètement sur l'imaginaire autochtone. Donc, on se croise les doigts que ça fonctionne parce que je crois qu'il se fait des trucs extrêmement intéressants et qui va ouvrir beaucoup, je crois, qui mérite à être connu et qui pourrait ouvrir beaucoup d'horizons. Mais je rebondirais peut-être sur ce qui a été dit par vous tous, à savoir que la science-fiction serait peut-être nécessairement queer. Euh, je me demande, est-ce que l'idée même de faire de la littérature, de l'imaginaire, d'inventer
un monde fait que la science-fiction, la fantasy soit intrinsèquement militant ou du moins progressiste? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais peut-être commencer à répondre. Je dirais que ça dépend des science-fiction. Il existe beaucoup d'auteuristes qui écrivent des imaginaires de droite qui reproduisent des systèmes totalement totalitaires sans les remettre en question. Donc il existe quand même des imaginaires qui m'étonnent toujours parce que moi je me dis à quoi bon? À quoi bon écrire ça? Parce que dans ma tête à moi, écrire de l'imaginaire et réinventer des mondes, il y a un petit côté contestataire. Euh, Est-ce qu'il y a un côté militant? On le fait pas forcément parce qu'on est militant, mais on va être perçu comme militant de toute façon. Comme quand on écrit des personnages queer parce que simplement c'est notre réalité ou parce qu'on a envie que le monde, disons que la- l'identité queer soit normalisée, même si j'aime pas le mot normalisé, mais disons dans la société dans laquelle on vit, c'est le terme à utiliser. Moi, par exemple, si j'écris de l'imaginaire queer, bah, c'est parce que pour moi c'est normal, c'est comme ça. Euh, Est-ce que je vais être vu comme un écrivain militant? Probablement. À partir du moment où je vais déranger quelques personnes, ça va être perçu comme militant. Est-ce que ça me dérange? Non. Parce que de toute façon, je sais pas, je sais pas si c'est militant, mais j'ai l'impression qu'on vit de toute façon dans une période très politisée où quoi qu'on fasse, on prend position. Alors, tant qu'à prendre position, moi, je préfère prendre position du côté, du côté de l'égalité, du côté de la justice, du côté, je sais pas, moi, du côté de la non-domination, du non-pouvoir, du non-patriarcat, etc., etc. Je veux dire, c'est juste normal pour moi. Je vois pas comment je pourrais écrire autre chose que ça. Oui, ben, il y a un gag qui revient souvent, c'est qu'il existe deux types de personnages en fiction. Il y a les hommes blancs cis hétéros et les personnages politiques. Voilà. Ben, c'est un peu pareil pour moi, en fait. J'écris de la littérature queer, j'écris de la science-fiction queer depuis que j'écris de la science-fiction, forcément, parce que ça me semblait pas possible d'écrire autrement avec des personnages qui avaient une autre vision, puis aussi en essayant de brasser les systèmes, en essayant de brasser les identités, ben forcément, ça m'amenait directement au brassage d'identité de genre, d'identité sexuelle, d'identité d'orientation et tout ça. Euh, pour avoir commencé à travailler pour ma thèse de doctorat sur la science-fiction dans les années 90, je peux vous dire par contre que j'ai pas toujours eu cette vision positive de la science-fiction comme milieu queer, milieu féministe aussi. J'avais justement arrêté de lire de la science-fiction à un certain moment avant de retrouver la science-fiction plus du côté des femmes dans les années 90 parce qu'elle n'était pas disponible. J'achetais mes livres en traduction, la littérature essentiellement américaine ou un peu britannique, un peu parfois française aussi, mais ce qu'on me donnait à lire à la librairie, c'était pas les textes les plus queer ou les plus féministes, ils n'étaient pas traduits. Et je pense par exemple, là, pour parler de la science-fiction américaine brièvement, mais par exemple un livre comme The Female Man, qui a été traduit comme l'autre moitié de l'homme à l'origine et qui vient d'être d'ailleurs réédité avec une version qui insiste beaucoup plus sur les aspects féministes du texte. Ben, j'avais cette impression-là que la science-fiction, oui, on allait inventer des grands mondes, des mondes complètement différents du nôtre, mais en reproduisant constamment les modèles patriarcaux ou de famille nucléaire, bon, et tout ça. Et c'est après que je l'ai découvert, et c'est après que je me suis dit, ah ben, OK, moi, je vais faire ma thèse de doctorat sur la science-fiction des femmes. Puis ensuite, ben, c'est là que j'ai vraiment eu envie de l'écrire parce que je me suis dit, je peux aller beaucoup plus loin que dans les littératures. Est-ce que ça existe des littératures qui ne sont pas de l'imaginaire, au fait? Mais en fait, dans des littératures qui ne sont pas immédiatement de la science-fiction, je peux aller beaucoup plus loin et je peux établir d'emblée qu'on est dans un milieu, dans un monde queer, que non, les identités ne sont pas celles auxquelles on s'attend et c'est très bien parce que c'est ça la science-fiction. Euh,
Tu me lances un peu sur ma prochaine question, Sylvie Bérard. Une autre barrière qui est abordée dans votre œuvre, notamment dans une sorte de nitescence langoureuse, est celle justement des barrières entre les littératures de l'imaginaire et, disons, les littératures peut-être générales. Je me demande, est-ce que c'est une frontière qu'il faut chercher à abattre à tout prix ou est-ce que c'est une frontière qui a quand même son utilité? Oui, je me suis amusée dans ce livre-là, effectivement, à- à faire évoluer deux personnages, une autrice de science-fiction qui est complètement obsédée par le succès littéraire de celle qu'elle appelle l'écrivaine respectable. Et, euh, et donc, on les suit, puis je m'amuse à parler du milieu. Est-ce que c'est des barrières qu'on doit abattre? Ben, je sais pas parce que on peut dire, ah oui, on peut mêler les genres et tout ça, mais reste que généralement, quand on mêle les genres, ce ne sont pas les littératures de l'imaginaire qui en ressortent. C'est plutôt le discours dominant, encore une fois, du canon littéraire qui dit, ah oui, mais c'est de la grande littérature qui mêle certains éléments de science-fiction, certains éléments d'imaginaire. Très, très vite, on extirpe ces textes-là des littératures de l'imaginaire pour dire non, non, mais ça, c'est bon. Alors, mais par contre, je sais aussi que tous les genres, à un certain moment, sont nés d'une certaine hybridation, sont nés d'une certaine sortie d'un genre pour en créer un autre. Bon, vous voyez, je dis j'en crée un autre, donc un autre genre s'est créé aussi. Je pense que c'est humain de créer des catégories aussi. Alors, mais je pense que là où il faut briser les barrières, c'est dans les jugements de valeur sur les genres, c'est dans le manque d'ouverture sur les genres, c'est dans le fait de dire c'est très bon, même si c'est de la science-fiction. Vous savez, on entend parfois ça. C'est là qu'il faut briser les barrières. Il faut briser les barrières des médias par rapport à la science-fiction. Il faut décloisonner ça. C'est sûr qu'il y aura tout le temps des gens qui vont préférer lire tel ou tel genre, et c'est très bien, je veux dire, il y en a qui préfèrent lire les polars, il y en a qui préfèrent lire la science-fiction ou les romans politiques, et ça va tout ça. Mais c'est quand on crée une hiérarchie entre les genres que là, je pense faut faire un travail quand même là, de sensibilisation, je ne sais pas comment l'appeler, mais vraiment montrer, regardez, allez les lire, les textes. Et puis si vous ne les aimez pas, ne vous servez pas cet argument-là pour dire que ce n'est pas bon, c'est juste parce que ce n'est pas pour vous, par exemple. Ça me fait penser à quelque chose c'est juste une anecdote, mais j'ai été libraire de nombreuses années dans le passé, et j'avais souvent des adolescents qui venaient avec leurs parents, puis qui voulaient lire, mais les parents voulaient leur faire lire de la grande littérature. Donc, pas de bande dessinée, pas de ci, pas de ça, surtout pas de science-fiction, parce que c'était le niveau zéro de la littérature. Et donc, ça m'amusait beaucoup, en fait, de leur vendre de la science-fiction publiée dans des collections de littérature générale, donc qui était publié chez Pocket, qui était publié chez Folio, sans mention de, c'était pas Folio SF, c'était pas Pocket Horror ni Pocket Terror, mais et donc ça me faisait beaucoup rire de voir des adolescents qui avaient compris ce que j'étais en train de faire, que je leur vendais de l'imaginaire, mais que les parents s'en rendaient pas compte. Fait que c'était juste, je trouvais ça très drôle de faire ça. Intéressant la comparaison avec les BD aussi qui ont souvent aussi le même aspect un peu péjoratif. C'est une chose qui m'avait amusé quand j'avais lu un des essais de Ursula Le Guin dans lequel elle disait bon, s'il y a bien quelqu'un qui s'est battu pour dire non, les littératures de l'imaginaire sont aussi bonnes et sinon même mieux que les littératures de l'imaginaire, les barrières entre les deux n'ont aucun sens. Mais je suis quand même tombé sur un essai de elle qui dit ah non, mais les BD, par contre, là, ça, c'est pas de l'art. Ça, essayez pas, ça n'existe pas. J'étais un peu bouleversé en lisant ça. Et j'ai su par après que Neil Gaiman avait lu cet essai-là de Ursula Le Guin, puis c'est une des raisons qui l'avait poussé à faire Sandman pour lui prouver qu'elle avait tort. Il existe des barrières à l'intérieur des barrières. On a beau faire partie d'une catégorie assez, comment dire, réduite d'une certaine littérature, on va toujours trouver une littérature qu'on va dire, ah non, non, mais ça, c'en est pas. On peut pas, comme dit Sylvie, on peut pas s'empêcher de faire des petites cases, puis des catégories. On a des zones aveugles, quoi qu'il arrive. Mais pour revenir à la question des frontières, moi je pense que les frontières sont très très poreuses. Euh, et
il y a quand même, je le remarque au Québec en tout cas, de plus en plus de collections, de maisons d'édition de littérature générale qui font des collections pour de l'imaginaire dans les marges, donc de la littérature générale qui commence à s'ouvrir de plus en plus, puis qui commence à traverser cette espèce de frontière un peu poreuse et de plus en plus d'auteuristes d'ailleurs qui publient dans des maisons d'édition qui ont carrément pas de collection d'imaginaire, mais qui se réclament de l'imaginaire. Je pense par exemple à Dominique Scali avec son roman À la peuplade, Les marins ne savent pas nager, qui est de l'imaginaire et elle se réclame de l'imaginaire franchement. Et on était, oh, enfin, des autoristes considérés comme des autoristes de littérature générale qui disent non, non, mais moi je fais de la science-fiction, non, non, mais moi je fais de la fantasy. Et j'ai l'impression que les barrières tombent plus ou moins, mais en même temps, on me demande de temps en temps, ah, mais ça vous dérange pas de jamais être bien considéré, vous n'êtes jamais mis de l'avant, les littératures de l'imaginaire. Mais en fait, moi je vais dire quelque chose que je pense profondément, je sais pas ce que le reste du monde en pense, mais pendant qu'on nous regarde pas et que le monde se fiche éperdument de ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. Et en fait, on peut expérimenter et aller beaucoup plus loin que n'importe quelle littérature parce que le grand public ne nous regarde pas. Et donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et finalement, d'un seul coup, ils se rendent compte, ah, ça fait 20 ans que vous faites ça. Oui, et on est allé jusque-là. Pouvez-vous faire la même chose? Fait que il y a aussi ce côté très positif de on ne nous regarde pas. Fine. C'est peut-être une déception parfois avec les auteurs un peu plus généralistes qui vont s'essayer à faire un roman de science-fiction ou d'imaginaire et qui, malgré toutes les bonnes volontés, ont peut-être pas réalisé tout ce qui s'est fait euh, dans l'imaginaire pendant qu'ils regardaient pas. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a aussi ce type de barrière et de hiérarchie à l'intérieur de l'imaginaire entre les différents sous-genres de l'imaginaire? Quand je faisais les présentations tout à l'heure, Mélodie Joseph, j'ai dit étoile montante de la science-fiction. Puis au moment même où j'ai dit ça, dans ma tête, j'ai une petite alerte qui me dit ouais, mais techniquement, c'est pas de la science-fiction, c'est de l'afro-fantasy. Puis là, est-ce que je viens de l'insulter accidentellement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être ces barrières-là aussi à l'intérieur de l'imaginaire auxquelles on devrait s'attarder? Des barrières. Moi, la question me fait tout de suite penser au débat entre la fantaisie et la romantaisie qui est en train de prendre. J'en entends beaucoup parler ces derniers temps, où la romantaisie et la fantaisie, c'est pas la même chose, la fantaisie serait meilleure ou quelque chose comme ça, ou le contraire. Donc, je pense effectivement qu'il y a une hiérarchie à l'intérieur des genres, mais comme Sylvie disait aussi, on a tendance à créer toutes sortes de petites catégories, à vouloir créer de la hiérarchie dans ces catégories, mais je suis pas certaine que ces barrières existent vraiment. Comme il y a des barrières, mais c'est ça, elles sont poreuses, comme Pascal disait. Comme je disais aussi plutôt au niveau aux Antilles et la vision de l'imaginaire, que l'imaginaire fait partie de la réalité. Il n'y a pas de différence vraiment dans beaucoup. C'est là qu'est venue la catégorie réalisme magique pour décrire ce genre de littérature où la magie fait partie de la réalité. Mais c'est, comment dire, c'est juste une vision du monde, une vision de la littérature qui change. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'il y ait réellement de barrières. C'est nous qui créons ces barrières, qui créons ces hiérarchies juste pour créer les hiérarchies et les boîtes, c'est des petites boîtes pour tout ranger, c'est la nature humaine. Euh, donc, voilà. Moi, j'ai l'impression en fait que les petites catégories, les petites boîtes sont simplement utiles pour que le lectorat sache vers où se tourner. Euh, j'ai lu tel roman, il est classé en fantasy. Je vais chercher d'autres romans en fantasy en me disant ça va peut-être correspondre. J'ai l'impression que c'est vraiment juste ça parce que parfois il y a effectivement des romans qui sont mal classés. Et ayant été libraire de nombreuses années, je l'ai souvent vu. Et puis des romans qui sont impossibles à classer. On pourrait les mettre en policier, on pourrait les mettre en fantasy. Il y a un mélange hybride avec de la science-fiction. Ah oui, mais il y a aussi de la poésie dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde s'attaque la tête contre les murs. Les libraires sont comme, bon, mal mettre en polar. Mais c'est peut-être pas finalement complètement du polar, mais c'est juste ça, c'est aussi pour le lectorat qui veut pas être déçu. Je veux dire, s'acheter des livres, ça coûte cher, puis les gens veulent savoir vers où se tourner. Alors maintenant, il y a peut-être effectivement, comme dit Mélodie, une hiérarchie
Et par exemple, les lecteurs de science-fiction vont peut-être dire, ah bah non, moi l'horreur, j'aime pas ça, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Puis les lecteurs d'horreur vont dire, ah mais moi, je veux pas lire de fantasy parce que ci, parce que ça. Le débat est sans fin et de toute façon, même à l'intérieur des communautés d'imaginaire, on n'est même pas d'accord sur les définitions. Fait que, partant de là, on peut vaguement se dire, bon, moi, je fais de la fantasy à la machin, je fais de la science-fiction qui ressemble un petit peu ou qui est dans la veine de ce que fait truc. Puis, puis des fois, on écrit un texte, on se dit, ah, c'est de la science-fiction, puis tout le monde le lit comme de la fantasy. Ok, so what? Alors, Oui, je Pascal, pense qu'il y a aussi quelque chose qui est utile dans les catégories, c'est de diriger la lecture aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on n'aborde pas un texte de science-fiction, de fantasy, de littérature générale. C'est des textes, des choses qu'on n'aborde pas forcément de la même façon. C'est quelque chose avec lequel j'ai l'impression que les écrivains jouent eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils savent que leur texte va être lu comme de la science-fiction, ils vont pas forcément aborder le texte de la même manière. Par exemple, un exemple tout bête, mais c'est vrai que quand on lit l'imaginaire, on va s'attendre à ce que s'il y a une mention de quelque chose d'un petit peu étrange en première page, on va s'attendre à ce que vraiment il y ait un événement qui dévie complètement du réel, qui soit complètement différent de notre monde. Alors que si on lit le texte comme la littérature générale, on va se dire, bon, bah, ça c'est une métaphore, je ne vais pas spécialement chercher à me poser la question. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est aussi assez central dans l'imaginaire, cette idée de questionnement et cette idée d'entrer dans un nouveau monde. Je sais que j'entre dans un nouveau monde, donc là, maintenant, je vais commencer à le déchiffrer. Et justement, à mon avis, c'est là qu'il y a le plus gros potentiel de l'imaginaire, de la science-fiction, de la fantasy. C'est-à-dire que c'est cette idée, bah, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait aussi plus tôt, on parlait de est-ce que ça serait un genre qui serait progressiste par définition? Alors, moi, je dirais peut-être pas forcément, ou en tout cas, on a beaucoup de preuves du contraire, hein, parce que des auteurs de science-fiction, de fantasy de droite, on en a quand même un nombre assez colossal. Mais en tout cas, je dirais que le potentiel, le fait de signaler, là, on est dans l'imaginaire, là, je vais créer un univers qui ne ressemble pas au vôtre. Donc là, maintenant, je vais vous demander, à vous, lecteurs, de vous adapter à ce que moi, je suis en train de faire. Vous ne savez pas où je vous emmène, et vous allez devoir le comprendre petit à petit. Vous allez devoir faire ce travail. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Moi, c'est vrai qu'un des thèmes qui m'intéresse beaucoup, enfin, une des questions qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que certains auteurs, quand ils créent un monde qui va être complètement différent du nôtre, ben, cette différence, on va la sentir vraiment à tous les niveaux, à des niveaux profonds dans la manière dont ils vont représenter une culture, des valeurs différentes, des façons de penser différentes, des façons que ce soit au niveau par exemple, de compter le temps, de ce qu'on considère comme bien ou mal, de ce qu'on considère comme vrai ou faux, etc. Par rapport à d'autres auteurs, et c'est là aussi, à mon avis, que des fois on a des textes qui sont quand même beaucoup moins subversifs qu'ils en ont l'air. Moi, j'appelle ça un petit peu la vision du touriste, c'est-à-dire comment je fais pour construire un monde, ben, j'en ai aucune idée. Donc, je vais introduire quelques petits éléments qui correspondent plus ou moins à ce qu'un touriste apprendrait d'un pays en y passant 3 jours. Bon, ben, comment les gens sont habillés, qu'est-ce qu'ils mangent, 2, 3 petites règles de politesse, d'étiquette qui font un petit peu exotique, peut-être 2, 3 mots inventés, mais sans aucune cohérence. Et puis pour le reste, c'est exactement la même société que la nôtre, la même vision de la culture, la même vision de la science, de l'histoire, etc. Mais je crois que de plus en plus aussi, il y a une prise de conscience au sein des milieux d'auteurs de science-fiction et de fantasy du fait que justement la construction du monde, ça peut aller très très loin et ça peut inviter une réflexion qui est vraiment extrêmement poussée. Et c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu l'intérêt de dire, là, vous êtes en train de lire de la fantasy. Pour moi, au-delà de la question de mettre dans des boîtes, ce qui effectivement, je suis d'accord, n'est pas forcément toujours le plus pertinent qu'on puisse faire, pour moi, l'intérêt, par contre, c'est de dire, bah alors maintenant, accrochez-vous, parce que là, on va partir quelque part dans un voyage, dans un endroit que vous connaissez absolument pas, que vous allez devoir venir découvrir et qui va vous faire réfléchir et qui va vous faire remettre vos propres codes en question. merci beaucoup. Euh, il nous reste 5 minutes avant de faire un résumé. J'aurais peut-être une dernière question. Je vous donnerai 1 minute chacun. Sinon, on va se faire faire avec des gros yeux.
À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire tomber plus de barrières entre les différents imaginaires? Et est-ce que vous croyez que des Hugo 2027 à Montréal auraient un rôle à jouer là-dedans? Et si oui, lequel? Ouais, moi, je pense Une qu'il nouvelle faudrait que de question toute facile. façon, les gens lisent plus de traductions de façon générale et plus de textes de tous les pays, de toutes les cultures. Je crois que c'est extrêmement formateur pour l'approche qu'on peut avoir de la littérature, de la fiction, que ce soit dans l'imaginaire ou ailleurs. Donc, je crois que le fait d'encourager à lire des traductions et dire là, c'est une culture que vous connaissez pas forcément, mais c'est correct, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Oui, ben puisque ce qui semble ressortir, entre autres, c'est l'ouverture, c'est le fait de s'ouvrir aux idées qui nous viennent en tant qu'auteur et autrice, et aussi en tant que lecteur et lectrice. Ben oui, effectivement, s'ouvrir aux autres langues, dans ce cas-ci, le français, s'ouvrir aussi peut-être à une autre façon d'aborder l'imaginaire. Chaque culture a sa façon d'aborder l'imaginaire. Mélodie Joseph parlait du réalisme magique, par exemple. Il y a peut-être d'autres façons aussi dans la littérature française d'aborder le futur. Je sais que dans la littérature québécoise, franco-canadienne, il y a une autre façon d'aborder le colonialisme aussi. Alors, tout ça, ça fait partie de l'ouverture qu'on peut avoir au monde avec AUX, MON, DES. Et on devrait normalement avoir cette ouverture-là parce que tous et toutes, on aime les littératures de l'imaginaire. C'est la raison pour laquelle on est là. Je pense que j'irai dans le sens de Sylvie et Cécile, effectivement. Je pense qu'il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir à toutes sortes d'imaginaires. Je pense qu'il faut lire de tout, pas uniquement de l'imaginaire, mais je pense que même il faut lire de la poésie, il faut lire de toutes sortes, il faut lire des essais, il faut lire de la bande dessinée pour s'imprégner de tout ce qui se fait. Je crois qu'il est important aussi de regarder ses propres biais et de s'intéresser à des sujets qui nous dérangent. Comme au Canada, je sais que beaucoup de gens ont de la difficulté à voir les autochtones autrement que par les biais racistes et l'espèce de colonialisme. Je pense il faut aller lire ce que les gens concernés en disent, en font. Il faut lire de l'histoire aussi, il faut vraiment s'intéresser à l'histoire. Et je pense que ça va permettre euh, aux gens de mieux s'ouvrir à ce qui se fait. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur la Hugo? Probablement, parce que avec une attitude d'ouverture, qu'est-ce qui peut se passer? Tout. Plus ouais, tout ce qui a été dit aussi, je pense aussi que s'ouvrir à de la diversité dans notre littérature, c'est très important. Et l'importance aussi, je pense, par rapport au Hugo, à Montréal, ça permettrait de mettre en valeur la littérature québécoise, la littérature d'imaginaire québécoise qui sont pas, selon moi, suffisamment mis en valeur, pas assez. Donc, ce serait une belle opportunité pour ça. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais, avant de quitter, remercier chaleureusement les invités. Je vais les présenter. Alors, on avait Sylvie Bérard, dont vous pouvez trouver le dernier livre, La frugalité du temps chez Alire. C'est une histoire plutôt complexe de voyage dans le temps qui est aussi très bonne. Alors, on a Cécile Cristofari, dont la plus récente publication, Down the Waterfall, est parue dans le Clark's World de janvier, disponible en ligne. On a Mélodie Joseph et sa saga de La Semeuse des Vents, disponible chez VLB Imaginaire au Québec et maintenant en folio en France. Euh, Ensuite, on a Pascal Rowe qui publie toujours le Solaris, qui fait un excellent travail de directeur littéraire. On peut aussi trouver certains de ses textes, parfois dans Solaris, parfois dans Brin d'éternité, aussi travailler dans, dans différents recueils. Vous trouvez ses textes. J'aimerais aussi remercier Jeannie Shea du comité de la candidature de Montréal pour le Hugo 2027. Grâce à elle qu'on a pu faire là, ce panel. J'aimerais aussi remercier Mathieu Lauzon-Dixot de la librairie Saga pour ses précieux conseils et son aide. Et finalement, je remercierai les bénévoles qui ont rendu le panel possible pour leur aide et Dragon Elvish qui aidera à sous-titrer et traduire ce panel. Et peut-être Cécile Cristofari nous donnera un coup de main aussi. Elle s'est offert tout à l'heure. Donc, je remercie tout le monde. Je souhaite une bonne journée. Merci à toi. Merci, bonne Merci. journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonjour.